Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau débat vidéo et long format que nous avons voulu consacrer au livre de Nicolas Hénin, Djihad Academy, nos erreurs face à l'État islamique. En effet, plus l'État islamique terrifie le monde à grand renfort de vidéos de décapitation, d'immolation ou de destruction d'antiquités, plus les réponses militaires et le traitement médiatique vis-à-vis de l'État islamique semblent non seulement inaptes à le comprendre ou à le combattre, mais promptes à alimenter la dynamique infernale qui s'est créée entre l'Irak et la Syrie. Nicolas Hénin, bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter indépendant, notamment pour Le Point et Arte, et vous avez passé une grande partie de votre carrière journalistique entre l'Irak et la Syrie, justement. J'animerai cette discussion en compagnie de François Bonnet, directeur éditorial de Mediapart. Bonjour. Et bonjour. Et on avait envie de la commencer quand même avec une image qui nous a tous marqués. C'était il y a tout juste un peu moins d'un an, en avril 2014. Et vous, j'imagine, encore plus. Alors Nicolas Hénin, vous avez passé 10 mois en captivité, otage de l'État islamique, dans des conditions particulièrement terribles. Et vous faites le choix dans ce livre de ne pas évoquer cette période. Pourquoi ce choix? Parce que ça n'intéresse personne. Ça ne regarde que moi. Ça a intéressé, votre détention a intéressé l'opinion publique. Le fait que je sois pris en otage était effectivement... je me suis retrouvé être d'une certaine façon un enjeu de sécurité nationale, oui, parce que en me prenant en otage, l'État islamique m'utilisait comme levier sur la politique française. Après, les conditions, les rebondissements de ma captivité, ce qui s'est passé pendant cette captivité, ça reste mon histoire. D'accord. Est-ce que c'est abordé parfois dans votre livre, vous ne voulez pas accorder trop d'importance, si je puis dire à ça, au vu de l'énormité, la monstruosité du bilan de 3 années de guerre en Syrie, puisque bientôt vous rappelez les chiffres, bientôt 4, 200 000 morts, oui. 200 000 disparus, 500 000 blessés, sans doute 4 millions de personnes réfugiées ou déplacées. On est là dans des chiffres absolument incroyables. Oui, surtout rapporté à la population syrienne d'une vingtaine de millions de personnes. C'est un drame qui nous frappe à nos portes et surtout c'est un drame qui frappe nos racines puisque on a actuellement 2 pays qui sont en train de s'effondrer, 2 pays dont le sort est très lié, beaucoup plus lié qu'on ne veut bien le croire, que sont l'Irak et la Syrie, qui sont des pays où se trouvent nos racines. C'est là que 3300 ans avant notre ère, des gens ont commencé à avoir l'idée d'écrire. Parce qu'ils habitaient dans cette vallée de l'Euphrate, ils ont dû s'organiser pour faire de l'irrigation. Et c'est là que s'est créé ce qui s'appelle une société, ce qui va s'appeler un État. L'écriture, ça veut dire tout ce qui va avec, le commerce, le droit, l'administration, la fiction, le calcul, tout s'est créé là-bas. Nos racines se sont créées là-bas. Et ce monde d'où nous venons est en train de s'effondrer. Et alors comment vous expliquez que ce monde que vous décrivez comme si proche paraît si lointain aux opinions publiques européennes, occidentales? Parce que nous sommes furieusement ethnocentrés. Parce que pour nous, 6 otages décapités pèseront toujours beaucoup plus que 200 000 victimes civiles syriennes tuées. Et d'ailleurs, l'État islamique le sait parfaitement. Et ils en jouent. Jusque récemment, l'État islamique protégeait par exemple plutôt les chrétiens. Il y avait des contrats de zimitude, donc ce statut de protection en échange d'un impôt qui est prévu traditionnellement dans un État musulman, dans le système féodal bien sûr, pour les personnes non musulmanes. En tout cas celles de la religion du livre, donc les juifs et les chrétiens. Et puis, un peu accidentellement, l'État islamique a commencé à frapper quelques chrétiens. Et puis, ils se sont rendus compte que ça nous faisait méchamment réagir. Et ils se sont dit, faisons-le plus. L'idée, c'est de pousser
la population syrienne au raisonnement suivant. Vous êtes yézidi ou chrétien ou kurde ou une statue et vous avez été frappé par des islamistes, vous aurez l'attention du monde. Par contre, si vous êtes un petit civil syrien qui s'est pris un baril de TNT sur la gueule, désolé, là vous n'avez droit à rien. Parce que ce qui se passe dans la tête des Syriens, c'est ça, forcément. C'est un peu, ça a l'air très cruel la façon dont je le prononce, parce que de fait, c'est une introspection terrible sur notre travail de journaliste. Mais ce qui se passe dans la tête des Syriens, c'est ça. Et l'État islamique le sait parfaitement. Et donc, eux, ils jouent la provoque. Ok, super, le musée de Mossoul, ça a marché. Vous avez vu, on a eu une couverture mondiale du musée de Mossoul. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir péter? Non, mais sur les chrétiens, c'est très intéressant parce que autant et les l'État chrétiens, islamique s'en prenait les enlèvements, directement. super, ça a marché. Vous vous rendez compte là, tous, comme on les a excités, les petits chrétiens? Enfin, les médias du monde. Allez, et je m'attends, à cause de notre couverture, à ce qu'il y ait davantage de chrétiens victimes, alors qu'à l'origine, ils avaient tendance à être plutôt protégés. Et c'est tout l'objet. Alors que les yézidis et les chiites qui étaient directement C'est tout l'objet du des chapitre sectes. que j'ai dédié que j'appelle l'arnaque de Kobané. La protection, l'intérêt que nous portons aux minorités de la région est un piège. Et au final, les dessert ces minorités. Alors là, on est obligé de venir tout de suite à ce chapitre qui a effectivement un titre quand même assez étrange, l'arnaque de Kobané. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, on était dans Kobané, ce sera le Stalingrad des djihadistes, c'était le combat du bien contre le mal. Et là, vous dites non, pas du tout, c'est une arnaque. Vous pouvez justifier ça? C'est une pure arnaque, puisque Kobané, qui défendait Kobané? Le PYD, la filiale syrienne du PKK, groupe, rappelons-le, terroriste pour la plupart des pays occidentaux. PKK, parti kurde, qui a un agenda très spécial. Agenda communautaire d'une part, puisqu'il cherche à créer un continuum territorial dans l'hypothèse d'une sorte de Kurdistan indépendant comme on a au nord de l'Irak, mais aussi un agenda politique qui n'est pas des plus transparents. Enfin, c'est quand même un parti d'essence foncièrement stalinienne. Même si aujourd'hui ils affichent un complet renversement théorique et idéologique. Ils adorent jouer avec nos sensibilités. Pour eux, ils se sont bien rendus compte que ça nous faisait plaisir de voir des minettes en treillis qui portent la Kalachnikov. C'est quand même très sexy sur les couvertures de magazines. Mais accessoirement, ils mettent aussi en ligne les photos de leurs enfants soldats, puisque le PKK envoie aussi au front des enfants. Et nous, ça ne fait que interpeller notre romantisme. Donc ce que je veux dire, c'est que pour la majorité des Syriens, la bataille de Kobané, c'était pas le Stalingrad, la bataille de Kobané, mais la bataille de Ain al-Arab, c'était juste une bataille entre deux groupes terroristes. Alors, d'autant que le PKK, enfin le PYD, avait passé ces dernières années des accords de non-agression, en quelque sorte, avec le régime syrien de Bachar al-Assad. Mais ça, c'est l'un des aspects très tristes de cette révolution syrienne. Les Kurdes syriens ont été massacrés par le régime. Ils sont parmi les ancêtres de l'opposition syrienne. Ce sont des opposants historiques à ce régime. Ils ont été marginalisés incroyablement. Et tout cela à cause d'un incident malheureux, enfin en grande partie à cause d'un incident malheureux dans un stade de Kamishli dont je fais le récit, ça s'est passé en 2004. Eh bien, il y a un hiatus, une énorme incompréhension qui a commencé à se former, un fossé qui s'est creusé entre les Arabes de Syrie et les Kurdes de Syrie. Et c'est tout le talent de ce régime syrien qui est extraordinairement manipulateur. Il s'est rendu compte dès le début de la révolution qu'il lui serait impossible de se battre sur deux fronts. Et dès le début de la révolution, il a permis à Saleh Muslim, le président du PYD, qui était reçu à Paris dans les ministères et je crois même à l'Élysée il y a quelques mois, eh bien, il lui a permis de revenir s'installer en Syrie et il a conclu un pacte de non-agression. L'idée, c'était nous retirons entièrement nos forces de sécurité de vos zones, vous les gérez en autonomie. Par contre, vous interdisez à tout élément révolutionnaire d'y rentrer.
vous fermez l'accès à la révolution, aux zones dont on vous laisse le contrôle. Alors, revenons... Et ça a été vécu évidemment par les démocrates syriens comme une insulte, comme une trahison. Et ça, c'est un piège qui a formidablement marché. Il y a une réelle incompréhension aujourd'hui entre les Arabes et les Kurdes syriens. D'accord. Alors, le titre de votre livre, Djihad Academy, a un sous-titre. Et ce sous-titre, c'est « Nos erreurs face à l'État islamique ». Alors, vous parliez de l'arnaque de Kobané, mais vous dénoncez aussi ce que vous qualifiez d'imposture, qui est l'intervention occidentale, américaine. Les grands arguments qui à partir de l'été 2014. Oui. Donc, intervention, pas seulement des États-Unis, mais également de la France. Les arguments qu'on nous a vendus pour accompagner cette entrée en guerre étaient complètement fallacieux. Je veux dire, on nous présentait les villes d'Erbil et de Bagdad comme étant menacées. C'est une absurdité sans nom. Comme en rien, l'État islamique ne pouvait prendre ni même menacer aucune de ces villes. Erbil, en même temps, personne n'avait véritablement pensé que l'État islamique pourrait prendre au mois de juin la ville de Mossoul. Eh bien, en fait, si. C'est le journaliste franco-irakien Ferhat Alani qui décrit très très bien la façon dont s'est passée la chute de Mossoul. Et il a une très belle formule. Il explique que si assez peu, somme toute, d'habitants de Mossoul ont accueilli l'arrivée des djihadistes en leur lançant des fleurs, presque tous ont accompagné la débandade des forces de sécurité irakiennes en leur balançant des cailloux. Les forces de sécurité irakiennes sont vécues comme des occupants par l'ensemble de la population arabe sunnite d'Irak. Et c'est l'erreur d'ailleurs que de la conclusion de ce bouquin-ci, que pointe la conclusion de ce bouquin-ci, Le piège Daesh, très bon bouquin de Pierre-Jean Luizard, qui pointe cette faute de la diplomatie française lorsque Laurent Fabius dit il faut que le gouvernement de Bagdad rétablisse sa souveraineté sur l'ensemble du territoire irakien. De fait, pratiquement aucun arabe sunnite d'Irak ne le souhaite. Oui, il préfère Jean Luizard montre que des fois les troupes de l'OI ont été que ce accueillies soit en l'État libérateur. islamique, parce qu'au moins, eux, ils sont de la même famille. Quand bien même ils sont extrémistes, quand bien même ils en souffrent, quand bien même ils ne sont pas d'accord avec lui, au moins ils sont de la même famille. C'est quand même fabuleux que l'offensive menée sur Tikrit soit menée ces derniers jours par l'armée irakienne pour reprendre donc cette ville natale de Saddam Hussein, donc ville très emblématique, soit menée par Qassem Soleimani, le dirigeant des gardes de la révolution iranienne. C'est aussi très révélateur de l'état de décomposition de l'armée irakienne. L'armée irakienne n'est qu'un assemblage hétéroclite de milices. Donc, cette intervention aérienne déclenchée l'été dernier et qui se poursuit et qui s'intensifie aujourd'hui, puisqu'on parle, on sait qu'il y a des conseillers militaires au sol, qu'il y a des troupes de fait occidentales au sol, et on parle éventuellement de leur renforcement. C'est la plus grave des erreurs, de nos erreurs face à l'État islamique? C'est une très grosse erreur. Vous savez, il y a un très bon révélateur en fait de nos erreurs et de ce qui peut marcher pour lutter contre l'État islamique. C'est juste la courbe des départs de djihadistes occidentaux vers le terrain syrien et irakien. Quand on regarde cette courbe, on constate une lente progression d'abord au fur et à mesure de la militarisation et de la radicalisation de la révolution. Et puis on a une première inflexion de cette courbe en août 2013, au moment du bombardement de la Routa, de ce faubourg de Damas qui a été bombardé par des armes chimiques. Par le régime d'Assad, et puis possibilité d'intervention occidentale, et puis finalement l'Occident se débine et n'a même pas le courage de mettre en œuvre, de tirer les conséquences des lignes rouges qu'il a lui-même fixées. À ce moment-là, explosion du nombre de départs, une flambée de départs. Et puis, quelques mois plus tard, on assiste à des combats entre djihadistes, notamment des combats assez violents pour la ville de Deir ez-Zor, avec d'ailleurs une quinzaine de djihadistes français de l'État islamique qui sont tués par Jabhat al-Nusra, donc par Al-Qaïda.
Et ces combats entre djihadistes sont extrêmement démobilisateurs pour les djihadistes européens. Ils étaient partis, eux, pour se battre contre le tyran, ils étaient partis pour protéger les frères sunnites, pour les défendre, etc. Et ils ne se rendent pas compte, on ne leur avait pas vendu ça, on ne leur avait pas dit qu'ils iraient se battre contre d'autres djihadistes. Donc là, débandade, ça part dans tous les sens. Et puis, intervention de l'Occident en août dernier, bombardement, campagne aérienne, et là, à nouveau une flambée. C'est le miracle de Dabiq, ce que j'appelle le miracle de Dabiq. Dabiq, c'est cette ville. Ouais, Dabiq, c'est une petite ville qui est au nord d'Alep, et il y a un hadith, donc un dit du prophète. Oui, un dit du prophète. Ça fait partie de la sunna qui annonce qu'il y aura en quelque sorte la bataille de la fin du monde. Enfin, qu'on peut interpréter en tout cas comme la prophétie de la bataille de la fin du monde entre d'une part les armées croisées et d'autre part les armées musulmanes à Dabiq, donc dans cette bourgade de quelques milliers d'habitants seulement du nord syrien. Et il se trouve que ce hadith a été répété par Abu Musab al-Zarqawi, donc le fondateur de l'État islamique. Et d'ailleurs, ce hadith est repris par Djihadi John dans le film qui se termine par l'exhibition de la tête de Peter Kucing, l'otage américain. C'est vraiment un message extrêmement fort. Enfin, Dabiq, c'est aussi le nom du magazine de l'État islamique. Les djihadistes sont là-bas dans l'idée que... Enfin, ils commencent à y croire. Au début, ils n'y croyaient pas que l'Occident viendrait. Et là, ce qu'ils veulent, c'est nous provoquer, jouer sans cesse les petites provocations, un espèce de petit harcèlement de violence, de façon à ce qu'on finisse par s'engager. Non pas contre le régime, parce que ça, ils savent très bien qu'on ne le fera jamais, qu'on n'a pas le courage de ça, mais qu'on s'engage contre eux. Ils veulent nous pousser à rentrer en guerre sur leur terrain. Et alors, par rapport à ça, là, à vous entendre, il aurait fallu du coup intervenir militairement contre Assad avec des frappes pour vous au moment de l'attaque contre la Ghouta ? Évidemment, c'était la dernière belle fenêtre d'intervention. Mais tout n'est pas plus tard, tout n'est pas nécessairement trop tard. Je veux dire, il est évident que plus on intervient tard, plus c'est compliqué parce que la situation a énormément pourri. Et Assad joue ce pourrissement. Il sait très bien les tirages qu'il peut y avoir dans nos sociétés, dans nos appareils diplomatiques, dans nos appareils politiques. Il a parfaitement ses relais. S'il y a eu une erreur que la diplomatie française a faite, ça a été de sous-estimer la capacité de résistance de ce régime. Cela fait 40 ans que ce régime s'est construit et s'est tissé, s'est fabriqué très précisément pour ce qui est en train de lui arriver depuis 4 ans. Il concentrait toute sa construction en vue de cette hypothèse. Alors, que ce soit le quadrillage par les services de sécurité, que ce soit la manipulation complètement machiavélique du jeu communautaire, tout a été prévu, enfin ce qui s'est passé, c'est ce à quoi se préparait le régime. Alors l'intellectuel syrien que vous citez dans votre livre, Yassine Al-Haj Saleh, et vous lui posez cette question, que peut encore faire l'Occident pour rattraper la situation? C'est là qu'il répond, il est très tard, beaucoup trop tard. Et il ajoute, l'Occident est l'un des ingénieurs de notre désastre. Il est responsable de notre malheur au moins autant que la Russie et l'Iran. Vous adhérez à ce propos? Il est sans doute assez sévère, hein, mais il est très révélateur d'une opinion qui est très partagée. C'est pas à moi forcément d'adhérer ou pas, mais puisqu'en tant que journaliste, je vais pas non plus... c'est pas non plus ma fonction nécessairement d'aller afficher mes opinions, mais ce que je peux dire pour sûr, c'est que c'est une opinion très partagée. Le moment loupé, ça serait donc cette non-intervention au moment de l'attaque chimique menée par C'était la dernière belle fenêtre. Et surtout, le fait de ne pas être intervenu à ce moment-là, ça a envoyé
au régime syrien un message totalement contradictoire. Puisque ça lui a au contraire, à l'opposé, envoyé le message « tu as carte blanche ». Si face à une telle violation d'une ligne rouge que personne ne nous avait demandé, hein, c'est nous qui l'avons pondu nous-mêmes, la ligne rouge. C'est Barack Obama qui avait fixé cette ligne rouge. L'utilisation des armes chimiques, c'est Obama qui l'avait choisi tout seul. Personne ne le poussait, c'est lui qui l'avait posé. Et c'est lui qui s'est débiné. Obama a de fait une responsabilité très personnelle parce que j'ai cru comprendre que les autres personnes, que le reste de son administration était plutôt en faveur d'une intervention, mais Obama a une responsabilité extrêmement grave et personnelle dans cette affaire. Oui. Il y avait, si on reprend cette période très précisément, il y avait quand même d'autres acteurs et pas des moindres que sont et que demeurent la Russie et l'Iran. Donc est-ce qu'une intervention, c'était pas justement passer un cran dans la désintégration, dans la guerre du pays? Ça aurait permis sans doute de remettre l'Iran à sa place. Parce que, excusez-moi, mais aujourd'hui, on est dans une situation où l'Iran tient les États-Unis par le fond de la culotte, dans la région. Aujourd'hui, les États-Unis ont un certain nombre de conseillers militaires sur le terrain en Irak, potentiellement vont se retrouver en avoir davantage. J'imagine facilement l'ambassadeur américain à Bagdad faire des salam aleik à ses homologues iraniens en leur disant surtout nous embêtez pas, vos milices vous les gardez au pas, on n'est pas votre ennemi. Enfin, ils se retrouvent piégés. Ça c'est vrai, mais on a quand même un doute en Et d'ailleurs, c'est l'objectif de l'accord nucléaire qu'Obama insiste à obtenir. Il est dans une logique de réconciliation avec l'Iran à cause de ça. Parce qu'il se retrouve à avoir besoin de l'Iran, ce qui est stupide. Parce que c'est imaginer que c'est avec, en gros pour le moment, qui on a dans nos dispositifs pour lutter contre l'État islamique. On a des armées occidentales, des miliciens kurdes, des miliciens chiites. On a complètement oublié les Arabes sunnites. C'est les premiers concernés. C'est quand même fabuleux. Les deux précédentes guerres, opérations militaires en Irak, au moins on se donnait la peine de faire des opérations psychologiques. On envoyait des avions qui balançaient des tracts en 91, en 2003 pour dire aux populations, voilà, les cœurs et les esprits. Là, rien du tout. Rien du tout. Zéro message, on les a oubliés. Oui, mais on a quand même un doute en lisant votre livre sur ça, parce qu'on voit à quel point aujourd'hui l'intervention aérienne est catastrophique et renforce l'État islamique. Mais si vous remontez à justement, vous appelez ça Djihad Academy, l'origine un peu de tout ça, c'est précisément après l'intervention en Irak. Et notamment, Baghdadi, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais le fait qu'il soit passé, comme beaucoup des djihadistes, par les prisons américaines en Irak. Tout à fait. Donc on a l'impression que c'est toujours les interventions qui quand même créent le pire. Donc on a du mal à se dire que la seule intervention qu'on a manquée, c'était la bonne intervention, parce qu'elle n'a pas eu lieu. Pas nécessairement en fait, puisque là, l'intervention en l'occurrence aurait été exclusivement aérienne et n'aurait pas eu pour objectif une occupation. Il n'y avait pas de visée coloniale derrière cette intervention, uniquement une visée humanitaire, l'objectif était exclusivement de protéger les civils. Le crime de l'intervention en Irak en 2003, c'était qu'elle consistait elle reposait sur des objectifs qui étaient néocoloniaux des plus grossiers. Alors, nos erreurs face à l'État islamique, quelles sont les suivantes? Il y a donc cette intervention. Je pense qu'on va tomber dans tous les pièges. L'État islamique est intrinsèquement relativement faible, mais au final très très fort des erreurs de ses ennemis. Je pense qu'on va tomber dans tous les pièges à venir. Parce que la façon dont on répond à chaque provocation, la façon dont on constate les crispations face à tout ce qui est musulman. Et là aussi, on peut revenir sur, les relations avec les musulmans chez nous. On a surtout le sentiment qu'il y a un manque criant de connaissances et d'analyse politique d'un mouvement qui est un mouvement politique, qui a structuré des accords politiques avec les grandes tribus sunnites, et qui n'est pas l'espèce de groupuscule de fous furieux terroristes que les différents pouvoirs occidentaux tentent
nous vendre et de... Tout à fait. Et qu'il n'est pas non plus le super groupe terroriste qui cherche à se présenter. Et il est important de démystifier l'État islamique. Vous voyez la photo de couverture. Au début, l'éditeur m'avait proposé une photo où on voyait un djihadiste dans le désert qui a l'air de dominer, enfin voilà, qui est très menaçant, une silhouette, quelque chose d'assez terrible. Lui, c'est Abu Wahib. Il s'appelle Abu Wahib. C'est le Chuck Norris de l'État islamique. Il y a plein de blagues qui circulent sur les forums djihadistes à propos de cet Abu Wahib. Il n'est pas du tout sunna, Abu Wahib. La sunna, donc la bonne tradition musulmane, préconise l'humilité. Lui, il se présente comme il se vend. C'est un chef d'une katiba irakienne et il adore jouer aux super-héros. Et moi, c'était ce que je voulais comme image. C'était montrer que c'est une bande de branquignoles qui jouent les super-héros aussi. Alors, c'est une bande de branquignoles qui contrôle aujourd'hui un territoire plus grand que la Belgique, qui contrôle quoi, une dizaine de millions de personnes sur le territoire. Pas tout à fait, mais contrôle des champs pétrolifères, des grandes villes. Tout à fait. Donc, c'est pas loin d'être un État islamique, tel qu'il se nomme. C'est pas loin. Mais il reste plein de ses faiblesses, de ses contradictions, et puis surtout sa principale faiblesse, c'est sa violence. Oui, ça vous dit que les populations locales évident. Enfin, je veux dire, vont pas adhérer longtemps à un projet aussi violent. Aussi radical et violent. Mais il y a quand même je m'attends à ce qu'il y ait une réaction des populations. Je ne peux pas imaginer, enfin surtout Raqqa. Raqqa, c'est une ville qui avait une forte communauté chrétienne et une énorme présence communiste. Il n'y avait absolument pas enfin, je veux dire, quand j'étais à Raqqa juste après que les djihadistes en aient pris le contrôle, ils rigolaient quand on leur disait « Alors, c'est vous le nouveau Kandahar ?» Mais justement, c'est intéressant ce que vous dites des contradictions de l'État islamique, parce que vous les montrez bien, il y en a une qui est flagrante, c'est entre ces djihadistes et les bassistes irakiens. C'est-à-dire pour un djihadiste, a priori les bassistes c'est des laïcs, enfin c'est ce qu'ils détestaient. Et en fait, il y a une vraie alliance avec et ça montre la mensonge de la laïcité du parti basse. La mensonge de la laïcité d'un Saddam Hussein qu'on a soutenu parce qu'il était laïque et la mensonge de la laïcité d'un Bachar el-Assad qui est tellement laïque qu'il se repose aujourd'hui complètement sur le Hezbollah. Oui, mais alors pourquoi donc il y a des divisions entre djihadistes, entre l'État islamique et le Front al-Nosra par exemple? Il y a des divergences et des clivages au sein de l'État islamique, même entre anciens bassistes. L'État islamique a une certaine cohésion. Oui, mais on a quand même l'impression à vous lire que n'importe quelle contradiction que ce soit au sein de la révolution syrienne, en Occident, entre l'Arabie saoudite et le Qatar nous affaiblissent, alors que l'État islamique de ne pas jouer sur ces divisions. Alors que l'État islamique, bien qu'il soit divisé, est fort. Quand on tape en Syrie, quand on bombarde en Syrie, on bombarde tous les djihadistes, y compris Ahrar al-Sham, qui est un mouvement qui se prétend constitutionnaliste, donc qui certes est salafiste, mais qui, dans l'hypothèse d'une chute du régime, annonce on irait à des élections, y compris Jabhat al-Nusra, dont on pourrait se dire, épargnons Jabhat al-Nusra, par exemple, de nos frappes. Certes, c'est la filiale officielle d'Al-Qaïda, mais si on les épargne, eh ben, utilisons-les pour taper les autres. Non, que dalle, nous on va taper tout le monde, et résultat, on les rassemble contre nous. Mais est-ce qu'ils ne sont pas quand même forts de leur foi, pour le coup, l'État islamique? Que leurs contradictions, ils les dépassent à travers ce que vous appelez une secte, hein, c'est effectivement, mais un élément qui fait que chez eux, les contradictions internes qu'on peut voir à l'œuvre partout ailleurs ne les affaiblissent pas. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus, tout en sachant qu'au fond, la connaissance qu'on a de l'État islamique, et vous le dites vous-même, est très parcellaire? Oui, elle est parcellaire, oui. Écoutez, je pense qu'il est très important de repérer les contradictions, et les contradictions, il y en a plein, et de construire un double discours. Et ce double discours, en fait, il doit servir à déminer une alliance complètement invraisemblable qui s'est formée. Et cette alliance entre le régime Bachar al-Assad et l'État islamique. Non, une alliance entre, d'une part, des paysans, des populations rurales de la vallée de l'Euphrate, et d'autre part, des jeunes ruraux, des jeunes de chez nous, des jeunes urbains, pardon, des jeunes de chez nous, des jeunes de nos quartiers. Et ces deux gens, ces deux catégories qui n'ont en commun qu'une certaine rage
qui se transforme en haine, eh bien ces deux populations se sont, d'une façon complètement invraisemblable, rencontrées là-bas. Et c'est ça, c'est cette espèce de fécondation qui a provoqué l'État islamique. Et qui produit l'État islamique. Ce que vous racontez également dans votre livre, c'est la stratégie délibérée du régime Bachar el-Assad de favoriser d'abord le Front al-Nosra, ensuite l'État islamique. C'est une stratégie qu'on connaît depuis toujours. En libérant à partir de l'été 2011 que les lobbies pro-russes français soient aussi les plus proches d'Assad. Je veux dire, c'est ce que Poutine a fait en Tchétchénie. Poutine en Tchétchénie a laissé se développer autant que possible les djihadistes pour, prendre en étau la guérilla indépendantiste tchétchène, et puis accessoirement, c'est quand même beaucoup plus facile de vendre à l'opinion internationale « Ah non, en Tchétchénie, je combats le terrorisme ». C'est beaucoup plus facile à vendre que j'écrase une guérilla indépendantiste. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous faites une petite hypothèse sous un vocabulaire assez étrange qui, je pense qu'il faut que vous précisiez, c'est le djihad légal. Le djihad légal. En fait, le djihad légal, c'était un peu mon piège à troll dans le bouquin. C'était une façon d'attirer... Non, mais c'était une façon d'attirer tous ceux qui liraient pas le bouquin, mais qui iraient juste me chercher, se braqueraient sur un truc. L'idée, en fait, je reprends l'histoire d'un jeune Suisse qui est parti, lui à l'origine il est photographe. Et il est parti, il voulait faire une sorte de djihad de l'information. Il est musulman, converti, et il voulait juste, par ses photos, servir à la cause des Syriens. Et puis il s'est retrouvé embarqué, sans doute avec une certaine naïveté, et il s'est retrouvé pris par les djihadistes. Et puis rapidement, il leur a fait comprendre que non, en fait, je n'ai pas envie de me battre. Et il s'est retrouvé emprisonné dans les prisons de l'État islamique avant de finalement obtenir la clémence d'un de leurs juges et être relâché. Et en fait, l'histoire de ce jeune homme m'a fait comprendre, mais je suis sûr que si on va dans les banlieues françaises, on rencontrerait exactement le même sentiment, un sentiment de révolte des jeunes qui ne sont pas du tout originaires de la région en général, qui n'ont que l'islam en partage avec les populations de Syrie, mais qui sont révoltés du double standard de notre diplomatie et du fait qu'on ne fait rien au final pour protéger ces populations. Et en fait, il faudrait, je pense, donner quelque chose, offrir quelque chose pour ces jeunes qui veulent s'engager pour la Syrie. C'est un peu ce qu'a fait l'un de mes co-otages qui a été abattu, Alan Henning, qui était à l'origine chauffeur de taxi à Manchester et qui s'est retrouvé embarqué avec une bande de musulmans de Manchester, accusé par la suite d'être proche d'Al-Qaïda, mais bon, c'est une péripétie de l'histoire, encore une fois, et qui a fait, je crois, 3 ou 4 convois. Il faisait des quêtes dans les supermarchés. Avec ces quêtes, il achetait des ambulances. Ils ont acheté au total, je crois, 300 ambulances, l'association pour laquelle il bossait, enfin pour laquelle il était bénévole. Et puis, il conduisait les ambulances de Manchester jusqu'à la frontière syrienne. C'était de l'action humanitaire. Oui, c'est ce genre d'action, évidemment, auquel je pense. Une sorte de djihad du monde, quoi. Oui, exactement. Un engagement humanitaire. Offrir la possibilité d'un engagement. Et puis aussi, mais ça me plaît d'appeler ça djihad parce que je pense que c'est intéressant de réhabiliter le terme djihad. Le djihad, nous, les lecteurs des journaux, on va dire, on en a une image extrêmement négative. Mais quand on regarde les textes, quand on regarde la théorie musulmane, c'est quoi le djihad? C'est un petit peu le 6e pilier de l'islam officieux. C'est un concept qui est très beau. C'est un effort, c'est la notion d'effort, un effort sur soi-même pour se rendre meilleur et rendre le monde meilleur. Le djihad armé, c'est le petit djihad. C'est la guerre sainte, c'est très trivial. Mais le problème, c'est que les djihadistes
nous ont imposé, dans notre langage, leur définition du mot djihad. Et je pense qu'on parle beaucoup de déradicalisation. La première des déradicalisations à faire, c'est déradicaliser le mot. Le djihad, c'est un beau concept, en fait. Alors, dans votre livre, une large partie de votre livre est quand même consacrée à ce qui est en quelque sorte la matrice du crime syrien, c'est-à-dire le régime de Bachar al-Assad. J'allais dire, au moment où, par exemple, des parlementaires français vont à Damas en disant « il faut rétablir le dialogue et pourquoi ne pas parler puisque finalement Assad pourrait être le rempart efficient contre le terrorisme et la barbarie djihadiste », pourquoi vous insistez autant là-dessus dans votre livre? Il faut finir de briser ce mythe que l'on pensait un mythe d'avant printemps arabe, mais qui manifestement lui a survécu, que un régime autoritaire peut constituer un rempart contre l'extrémisme. Non, non et non. On le sait, c'est évident. L'autoritarisme est toujours le terreau, le ferment, l'activateur de l'extrémisme. C'est la tentation qui monte là, dans les chancelleries occidentales. Et c'est naturel que l'extrémisme, que l'autoritarisme produise de l'extrémisme. À partir du moment où on laisse les gens s'exprimer, pourquoi ils iraient faire du complot? Pourquoi ils iraient rejoindre des cellules clandestines? Par contre, oui, si on ferme entièrement le champ politique, si on ferme les possibilités légales de s'exprimer, eh bien là on pousse les gens à l'action clandestine. Vous savez, j'ai suivi tous les printemps arabes et j'ai senti les tremblements d'Al-Qaïda au moment que se déclenchaient les printemps arabes. Ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Oui, la jeunesse du monde arabe était dans la rue, s'époumonnait, criait. Elle était libre, elle était sur le point de reprendre son destin en main. Et Zawahiri critiquait fortement le printemps arabe, en particulier au Caire. Et justement, ce réveil de la jeunesse. Ils l'ont entièrement récupéré. Et Sisi est le meilleur allié de Zawahiri au Caire. Quelles sont les pistes de sortie de cette horreur en cours, à la fois en Irak et en Syrie? Rétablir la gouvernance. Privilégier les... Avec qui Écoutez, rétablir la gouvernance? Ça veut dire finir de mettre à place le régime en Syrie et puis à Bagdad, cesser de faire des ronds de jambes sous prétexte que ah oui, l'Irak est quand même un pays riche et vous savez, diplomatie économique, je ne sais pas quoi. Non, je veux dire, le gouvernement de Bagdad fait aujourd'hui davantage partie du problème que de la solution. Mais en tout cas, traiter les deux territoires en même temps. Et traiter les deux territoires en même temps. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie américaine, enfin si une stratégie américaine, c'est éventuellement en Irak, mais pas du tout en Syrie. En tout cas, de traiter comme si c'était deux cas différents. Mais est-ce qu'on n'est pas face à un paysage aujourd'hui complètement désintégré? On le voit de fait, l'analyse que fait encore une fois Pierre-Jean Luizard, mon éditeur m'en voudra de le citer autant. Mais... Je vais mettre les deux livres en même temps, d'accord? Ils sont assez complémentaires, il faut bien le dire. Ils sont très complémentaires parce que Pierre-Jean s'intéresse surtout à la partie irakienne du problème, moi surtout à la partie syrienne. Et avec les deux, lui a plutôt l'aspect académique, moi plutôt l'aspect reportage de terrain. Au final, c'est parfait. Enfin, Amazon devrait faire un prix de gros. Et que disais-je? Voilà, à force de vous m'avez fait plaisanter, vous m'avez attiré sur le terrain de la plaisanterie. Sur la désintégration du paysage politique. Tout à fait. Mais c'est même plus une désintégration du paysage politique. Les pays sont morts. Ben oui, donc rétablir la gouvernance, ça veut dire quoi? Rétablir la gouvernance, ça veut dire reconstruire des institutions politiques légitimes dans ces deux pays. Et donc se débarrasser de Bachar avant? Se débarrasser de qui tombera le premier. Mais en tout cas, rétablir des institutions légitimes dans ces deux pays. Merci beaucoup Nicolas Hénin. Votre ouvrage Djihad Academy, nos erreurs face à l'État islamique est publié chez Fayard, mais vous aviez récemment publié un autre livre. Oui, alors c'est tout à fait autre chose. C'est un récit dessiné, mais un récit dessiné qui a été pensé, discuté, lors de votre et même écrit en partie. Oui. Lors de votre détention avec Pierre Torres, qui était également Comme quoi otage. Je me suis trompé tout à l'heure, il faudra qu'Amazon fasse un prix de gros pour les trois. Voilà. Pour les trois. Papa Hérisson rentrera-t-il à la maison? Faites tenir les libraires.
Papa Hérisson rentrera-t-il à la maison? C'est un très beau récit dessiné sur l'absence, sur la relation enfant et adulte. Voilà, c'est très, très beau à lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Hénin. Merci Merci à vous. vraiment beaucoup, François. À bientôt.